Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sophia Vora. Aujourd'hui, nous allons évoquer une dernière fois le XVIe siècle, en abordant cette fois-ci la caricature politique, toujours en lien avec la thématique religieuse. Commençons par le roi de France Henri III ou Henri de Valois, qui règne de 1574 à 1589 et qui est en effet l'objet d'une vaste campagne de caricature. La plupart d'entre elles émanent de la Ligue catholique, surnommée également la Sainte Ligue ou la Sainte Union. Celle-ci consistait en un mouvement révolutionnaire, né durant les guerres de religion, et qui avait pour but de défendre la religion catholique contre le protestantisme. Ce sera d'ailleurs cette dernière qui, par l'intermédiaire d'un de ses membres, un dominicain nommé Jacques Clément, fera assassiner Henri III le 1er août 1589. La caricature n'ayant pas encore acquis l'autonomie qu'elle aura plus tard et qui lui permettra de se passer de texte, les dessins qui visent Henri III sont donc, tout comme les caricatures religieuses au XVIe siècle, diffusés dans des pamphlets satiriques. L'un d'entre eux est un ouvrage de 1589 intitulé « Vie et faits notables de Henri de Valois » et attribué au théologien Jean Boucher, lequel était un prédicateur de la Ligue catholique. Ce pamphlet, qui contient 8 illustrations, accuse ouvertement Henri III d'être un ennemi de la religion catholique, un hypocrite et un souverain autoritaire ayant recours à toutes sortes de trahisons et perfidies. Parmi ces images, 4 sont particulièrement intéressantes. La première est une gravure représentant Henri III et faisant référence à sa fuite lâche, précipitée et gouvernée par l'ambition, après qu'il ait appris le décès de son frère, le roi de France Charles IX. Souhaitant faire valoir ses prétentions au trône de France malgré son couronnement en tant que roi de Pologne, Henri III avait en effet décidé de rejoindre son pays d'origine en toute discrétion, dans la nuit du 18 juin 1574, abandonnant le pays dont il était roi. Bye bye. La seconde image se moque alors de son sacre, qui a lieu le 13 février dans la cathédrale de Reims. Au cours de ce dernier, la couronne manque de tomber de la tête du roi à plusieurs reprises, Jean Boucher voyant dans cet événement mémorable et symbolique un mauvais présage pour l'avenir d'Henri III. Hello, darkness, my old friend. Un troisième dessin, portrait du sacrilège fait par Henri de Valois en la Sainte-Chapelle à Paris, montre l'avant-bras du roi, reconnaissable à son vêtement orné d'une fleur de lys, qui s'apprête à se saisir de la croix. L'image fait en réalité référence au vol de la vraie croix du Christ, raconté par le mémorialiste et collectionneur Pierre de l'Étoile dans son journal, à la date du 10 mai 1575. Ce dernier évoque l'émotion des Parisiens après ce vol et la rumeur qui enfle dans la capitale, selon laquelle les grands du royaume en seraient les auteurs et responsables. On accusait ainsi la reine-mère Catherine de Médicis, que le peuple avait en horreur, et son fils le roi Henri III, qui avait une réputation de dilapidateur. L'opinion publique pensait alors qu'avec le consentement tacite de ces derniers, la vraie croix avait été envoyée en Italie contre une forte somme d'argent. La quatrième estampe représente quant à elle les armoiries d'Henri III, brisées par le marteau d'un exécuteur de justice polonais, en réponse à sa fuite et à sa perfidie. Le texte précise que ces armoiries, attachées à la queue d'un cheval, sont traînées dans la boue de Cracovie avant d'être rompues en plein marché. Un autre ouvrage nous permet de découvrir d'autres estampes satiriques visant le roi. Ce recueil, réalisé par Pierre de l'Étoile et intitulé « Les belles figures et drôleries de la Ligue », est en réalité une compilation de caricatures et d'images dessinées sur des feuilles volantes. Le sous-titre exact précise, sans équivoque possible, que l'ouvrage contient les peintures, placards et affiches injurieuses et diffamatoires contre la mémoire et honneur du feu roi, que les oisons de la Ligue appelés Henri de Valois, imprimés, criés, prêchés et vendus publiquement à Paris par tous les endroits et carrefours de la ville l'an 1589. Desquels Lagarde, qui autrement n'est bonne que pour le feu, témoignera à la postérité la méchanceté, vanité, folie et imposture de cette ligue infernale, et de combien nous sommes obligés à notre bon roi qui nous a délivrés de la serviture et tyrannie de ce monstre. Inutile d'en rajouter pour savoir de quel côté se trouvait Pierre de l'Étoile. Plusieurs estampes créées par la Ligue et appartenant à son recueil font en tout cas référence au meurtre des frères Henri et Louis de Guise, commandité par le roi et perpétré par sa garde personnelle en 1588. En effet, le 23 décembre, sur l'ordre d'Henri III, le duc Henri de Guise, principale figure de l'opposition ligueuse, chef du parti catholique et cousin du souverain, est assassiné au château de Blois. Le lendemain, le roi fait également subir le même sort à son frère Louis de Guise, le cardinal et archevêque de Reims. Ce coup d'État fait perdre toute dimension sacrée au roi, les Guises devenant des martyrs malgré leur trahison. Henri III, considéré comme un roi cruel et sanguinaire, ne sera plus nommé dans les pamphlets qu'Henri de Valois ou le vilain Hérode, expression créée à partir de l'anagramme imparfait de son nom. La première estampe, intitulée « L'ajournement fait à Henri de Valois pour assister aux états tenus en enfer »,
montre le roi convoqué par Satan, transformé en un huissier infernal qui l'invite à entrer dans la bouche des enfers pour y rejoindre son maître Lucifer. Le texte qui accompagne cette image indique que le roi lui répond alors que son âme et la sienne sont identiques, puisqu'il a quitté la vertu pour le vice, et l'huissier de l'emmener aux enfers en disant qu'il a bien mérité d'être le premier chef de la junte diabolique. Henri III est ainsi considéré comme un roi pactisant avec les forces infernales, le dessin faisant référence aux états tenus à Blois, au cours desquels il fit appeler les Guises et leur jura serment de son amitié, avant que de les faire tuer. La seconde estampe satirique est intitulée « Le faux mufle découvert du grand hypocrite de la France », contenant les faits plus mémorables par lui exercés envers les catholiques en ces derniers temps. Elle remet clairement en question la piété du roi Henri III, qu'elle représente sous les traits d'un animal cornu, l'associant ainsi directement au diable. Vêtu en pénitent et tenant un chapelet, ce dernier agit en effet comme un faux dévot en s'adonnant à une cérémonie qui semble une mascarade, devant le corps du duc de Guise qui gît à ses pieds. La troisième estampe, de même nature, présente l'ermitage préparé pour Henri de Valois. Le roi y est accompagné de 2 ermites infernaux, qui portent des chapelets mais arborent des serres à la place des pieds, menant visiblement Henri III vers l'entrée de l'enfer, incarné par la bouche d'un monstre vomissant des flammes. La quatrième estampe, qui a pour titre le soufflement et conseil diabolique d'Épernon à Henri de Valois pour saccager les catholiques, accuse le duc d'Épernon et insinue que l'inspiration des 2 meurtres aurait été donnée au roi par ce proche conseiller. Sur l'image, on peut distinctement voir un petit diable souffler l'idée au duc d'Épernon, qui est affublé de pattes griffues. Ce dernier s'applique alors à transmettre le conseil diabolique au roi par le biais d'un soufflet dirigé vers son oreille. Malgré cette représentation caricaturale du roi et du duc d'Épernon, l'ensemble de la scène conserve un caractère plutôt morbide. À gauche, Charles, le fils du duc de Guise et prince de Joinville, se trouve en compagnie de l'archevêque de Lyon-Pierre de Saint-Priest d'Épinac et du cardinal Charles de Bourbon. Ces derniers ne peuvent que constater les corps décapités des 2 frères catholiques, dont les têtes se trouvent entre les mains de l'Archant, le capitaine des gardes du roi. Mais délaissons un court instant l'ouvrage de Pierre de l'Étoile pour nous intéresser à Jean-Louis de Nogaret de la Valette, plus connu sous le nom de duc d'Épernon, et éclairer un peu les sentiments qu'éprouvait Henri III à l'égard de ce personnage. Une caricature publiée en 1605, après l'assassinat du roi, concentre en effet les principaux reproches faits à Henri III au cours de son règne. Dans un pamphlet satirique publié en 1605 et intitulé « L'île des Hermaphrodites nouvellement découverte », l'écrivain et traducteur français Thomas Artus, sieur d'Ambry, blâme ouvertement les mœurs de l'ancien roi. Son récit utopique propose la description des habitants d'une île imaginaire, ainsi que de leurs lois, leurs ordonnances et leurs coutumes, Thomas Artus cherchant par ce biais à critiquer ironiquement Henri III et sa cour. Le frontispice de l'ouvrage est une caricature anonyme représentant Henri III en courtisan hermaphrodite, vêtu d'une tenue masculine et arborant une coiffure de femme. La légende qui l'accompagne prête au roi des propos imaginaires mais volontairement ambigus, sous la forme du court poème suivant. « Je ne suis mâle ni femelle, et si je suis bien en cervelle, lequel des 2 je dois choisir, mais qu'importe à qui on ressemble, il vaut mieux les avoir ensemble, on en reçoit double plaisir. » Cette gravure est donc en réalité une critique visant le manque de virilité et d'autorité du souverain, selon ses adversaires, qui dénonçait son apparence efféminée, ses manières coquettes, la vie dissolue qu'il menait à travers les bals et les fêtes, luxe considéré comme excessif et rejeté car marqué par l'influence italienne, ou encore la prétendue débauche de ses mœurs. Henri III était en effet connu pour son intérêt pour la mode et les vêtements. Il se poudrait et se fardait le visage, portait des boucles d'oreilles, appréciait la dentelle et arborait également de larges fraises autour de son cou. Il se couvrait le visage d'onguents avant de dormir, faisait friser ses cheveux chaque matin et faisait teinter sa moustache au pinceau, ses opposants lui reprochant sévèrement ses goûts. L'association du roi avec un hermaphrodite s'explique également par la capacité de ce dernier à s'entourer d'hommes de noblesse moyenne qui lui étaient dévoués. Il promouvait ainsi ses favoris, leur confiant d'importantes responsabilités et leur offrant la possibilité de faire fortune, au détriment des plus grandes familles nobles, tant et si bien que ses détracteurs les prirent en grippe et les surnommèrent vulgairement les mignons ou les archi-mignons du roi. Ces courtisans s'habillant et se maquillant à la manière d'Henri III, la Ligue et les calvinistes associèrent ainsi leur image à celle de l'homosexualité, et le duc d'Épernon ne fut pas épargné, lui qui faisait justement partie de ces hommes gravitant autour du roi et dont l'ascension sociale avait été fulgurante. Mais revenons à présent à l'ouvrage de Pierre de l'Étoile. L'une des estampes compilées par le collectionneur, intitulée « Les articles du dernier testament d'Henri de Valois »,
représente justement le duc d'Épernon s'arrachant les cheveux en voyant le défunt roi couché sur son lit de mort. À droite, une seconde image montre un démon occupé à emporter l'âme d'Henri III aux enfers, le roi étant qualifié en légende de plus exécrable tyran qui fut jamais en barbarie. Une autre estampe s'en prend encore plus vivement au duc d'Épernon, le représentant à gauche en train de faire usage de sorcellerie et d'invoquer des forces diaboliques tout droit sorties des flammes de l'enfer. Il demande alors à ses démons ce qu'il doit faire, tandis qu'Henri III est là encore couché sur son lit de mort. À droite, derrière le corps gisant de Jacques Clément tué par les gardes royaux juste après l'assassinat du roi, on aperçoit clairement que les démons répondent à l'appel du duc d'Épernon. L'un d'entre eux attrape en effet avec une chaîne de fer les chevilles du défunt roi, mais également celles de son successeur Henri IV, afin de les mener tous deux aux enfers auxquels la Ligue catholique estime qu'ils appartiennent. Enfin, la dernière estampe satirique représentant Henri III est celle intitulée La marmite renversée des Huguenots, politiques, athéistes, épernonistes, libertins, avec la complainte des ministres et prédicants du royaume de France. Sous les yeux de ces mignons, Henri III, situé à gauche, cherche à faire pencher une marmite contenant 5 personnages, tandis que Jacques Clément lui enfonce un couteau dans le ventre. De l'autre côté, Henri IV s'efforce de soutenir la marmite, sous laquelle Jean d'Épernon, là encore pourvu d'un soufflet, tente d'entretenir le feu. Le texte qui accompagne cette image insiste sur le fait que les actions de d'Épernon et d'Henri IV envers cette marmite symbolique sont bien inutiles. Comme nous pouvons le constater, les caricatures ne cessent pas pour autant avec la mort d'Henri III et l'arrivée au pouvoir d'Henri de Navarre, devenu roi de France le 27 février 1594, mais elles vont cette fois-ci s'établir au profit du roi et en défaveur de la Ligue, se présentant toujours sous la forme de feuilles volantes ou de placards, le nom venant du fait qu'on les placardait dans les rues. Toujours dans l'ouvrage de Pierre de l'Étoile, on trouve une première caricature satirique datant de 1593 et visant clairement la Ligue. Intitulée Portrait de la Ligue infernale, elle associe cette dernière à une religieuse dont les pieds griffus sont, d'après le texte, destinés à aller et venir vers les plus obstinés. Ces deux visages sont quant à eux surmontés de cheveux formés par des serpents, à la manière des furies romaines ou des érinies et gorgones grecques. De sa main droite, elle s'est déjà emparée de l'écusson espagnol, tandis que de son autre main, qui est celle d'une harpie, elle cherche à empoigner la croix de l'ordre du Saint-Esprit, suspendue à l'écusson de la France, ce dernier répliquant à son attaque par un bras armé d'une épée. Le texte indique que la Ligue aspire ainsi au bien des Français, tout en corrompant leurs mœurs, ajoutant qu'Henri IV surmonte les ligueurs et fera un jour fleurir la paix en France. De même, la seconde estampe satirique, intitulée La pauvreté et lamentation de la Ligue, représente cette dernière sous les traits d'une vieille femme aux cheveux hérissés et en guenilles, qui tente vainement, à l'aide d'une corde d'ambition bien trop usée, d'attraper une couronne qui flotte et rayonne à la manière d'un soleil dans le ciel. Ce symbole de la royauté et d'Henri IV est retenu dans les cieux par 4 cordes incarnant le vouloir divin, le droit légitime, la magnanimité et la noblesse française. Au sol, un bélier, animal sacré, côtoie un lys qui représente également la royauté. L'image dénonce ainsi l'arrogance de la Ligue et son aspiration illusoire à vaincre Henri IV, tout en lui prédisant un funeste destin. En effet, on peut noter la présence d'un diable, représenté à gauche, qui joue un air de violon et s'adresse à elle pour lui dire « Vous reviendrez en nos enfers ». Le texte qui accompagne l'image double d'ailleurs ce message, accusant la Ligue d'avoir causé la ruine de la France et de se trouver dans l'indigence qu'elle mérite, la condamnant à retourner aux enfers d'où elle est venue. Cette représentation de la Ligue sous les traits d'une gorgone aux cheveux de serpent se retrouve également dans une estampe non datée intitulée Le tableau de la Ligue. Sur celle-ci, elle apparaît en tant que Méduse, accompagnée de ce qui semble un démon infernal, et tous deux font face à Henri IV qui, aidé par les cieux, est prêt au combat. Ce dernier est d'ailleurs comparé dans l'explication aux 2 héros mythologiques Hercule et Persée, l'estampe donnant ainsi de lui l'image méliorative d'un demi-dieu sur terre. Dans le même registre mythologique, 3 estampes anonymes paraissent en 1594, formant un triptyque de gravures qui décompose en 3 parties imaginaires l'histoire de la vie de la Ligue. La première, qui montre la naissance de la Ligue, représente un monstre affublé de 3 têtes sortir de la bouche des enfers, revêtu d'un manteau blanc et touchant déjà de ses griffes la couronne et le sceptre de la France. Nul doute que l'association de la Ligue avec cette créature infernale, ce cerbère dont la queue est celle d'un dragon et les têtes celles d'un loup, d'un renard et d'un serpent, ne soit une réponse calculée aux précédentes caricatures de la Ligue contre Henri III, lesquelles le montraient régulièrement franchissant le seuil des enfers. La seconde caricature, intitulée Les effets de la Ligue, représente le même monstre occupé à écraser des cadavres sous ses pattes devant une cité en feu, son manteau s'étant à présent couvert des insignes religieux, tandis que derrière lui se trouve le corps d'Henri III assassiné.
Enfin, sur la dernière image, qui représente le déclin de la Ligue, le monstre est attaqué et terrassé par un grand lion qui lui arrache son manteau, tandis qu'à l'arrière-plan, derrière leur combat, un soleil éclatant se lève, symbole de l'avenir et d'une aube nouvelle. Si l'animal renvoie donc probablement à Henri IV, il peut en tout cas rappeler le mythologique lion de Némée, une créature fantastique qu'Héraclès affronte pour remplir le premier de ses 12 travaux, avant de se couvrir de sa peau et d'aller par la suite enchaîner Cerbère. Deux dernières estampes de cette époque, plus symboliques que satiriques, s'appliquent surtout à valoriser Henri IV. La première, anonyme et non datée, emprunte à l'imaginaire du Moyen-Âge plutôt qu'à celui de la mythologie, et représente le roi comme un chevalier en armure, sauvant la France incarnée par une princesse en détresse. D'une main, Henri IV attaque de son épée un moine tombé au sol, dont le poignard a été brisé par sa lame. Cet homme vaincu, dont les traits rappellent ceux de Jacques Clément et dont le corps, enroulé autour de la jambe du roi, est celui d'un dragon, incarne clairement la Ligue catholique et ce que le graveur de cette image souhaite qu'il advienne d'elle. Notons que l'homme désarmé a également perdu son masque, cet élément théâtral connotant évidemment la duplicité de la Ligue. La seconde et dernière estampe, elle aussi très symbolique, est intitulée Le sceptre de la milice et représente un portrait d'Henri IV en armure, tenant une épée en signe de victoire dans sa main, car il vient de vaincre, tout comme Hercule, une hydre dont les têtes sont éparpillées sur le sol. Il a également pendu le nœud gordien, qui désigne métaphoriquement un problème insoluble, l'expression trancher le nœud gordien signifiant résoudre une difficulté par une action radicale ou par la violence. Les deux éléments font évidemment allusion au rôle d'Henri IV dans la fin des guerres de religion françaises, car la Ligue sera effectivement mise en déroute par le roi. Malheureusement, ce dernier sera également assassiné par François Ravaillac le 14 mai 1610, un homme psychologiquement instable qui le tuera de 3 coups de couteau. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire bienveillant. En attendant la suite, je vous dis à la prochaine.